Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. On se retrouve donc ce mardi à 7h du matin, je tourne la vidéo en fin d'après-midi. On va parler Bitcoin, bien évidemment, on va parler aussi de cette news par rapport au vote au niveau du Parlement européen sur le MiCA. C'est tombé hier dans l'après-midi, on en a beaucoup discuté dans le Discord, on refera un petit tour. On prendra du recul, toujours, par rapport à nos politiciens, à nos décisions réglementaires. Qu'est-ce que ça peut influencer ou pas sur le cours d'un actif financier? Bien sûr, on va en parler. On parlera également de plusieurs cryptoactifs, dont MBL. J'ai eu beaucoup de membres du Discord qui m'ont remercié et qui ont dit super, j'ai attrapé mes premiers 110%. Qu'est-ce que je fais maintenant? On va y répondre tout simplement. Maintenant que vous avez sécurisé votre capital, si vous avez pris une position, et notamment ce petit pullback, ce petit roi de pique qui était très furtif, mais qui a bien été perçu, et certains sont rentrés dans le train avec un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave, hein. Souvent on vient rechercher les retardataires avant de faire une jolie poussée haussière. C'est clairement ce qu'on a vu sur les 2 dernières semaines. Donc vous commencez à prendre vos profits, c'est très intéressant, vous ne pouvez plus avoir de frustration. Vous êtes dans le train, vous avez pris déjà vos profits, vous avez validé votre capital, votre position est payée. Maintenant vous ne faites que regarder et d'attendre pour prendre des tech profits, et on prendra ensemble un petit peu de temps en fin de vidéo pour expliquer sur MBL qu'est-ce qu'on pourrait faire. Bien évidemment, on commence tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez une petite documentation d'une stratégie qu'on utilise et qui d'ailleurs a bénéficié aux membres du Discord qui ont utilisé la stratégie des 4 rois, notamment pour investir quelques petits pourcents de leur capital d'investissement et une fraction de leur position sur MBL. On y reviendra juste après. C'est une petite documentation d'une dizaine de pages, la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer. Je vous la livre gratuitement, c'est très simple à lire, très rapide à lire, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On passe tout de suite Bitcoin. Rien ne s'est finalement passé à l'ouverture de Wall Street en ce lundi matin. J'ai tendance à dire que lorsque les bougies sont rouges le vendredi, souvent on va ouvrir dans le rouge le lundi. C'est pas ce qui se passe, mais c'est pas fini, hein. C'est jusqu'à 22h30 ce soir par rapport à la clôture de Wall Street. Donc on sera patient et on regardera bien avec attention la clôture de Wall Street. On en reparlera demain éventuellement, bien évidemment. On va laisser couler toute la semaine tranquillement. Peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose cette semaine, quelques pump and up, notamment sur quelques cryptoactifs. Est-ce qu'on peut éventuellement s'investir dedans? On va essayer de prendre un tout petit peu de recul. Il faudra attendre des vraies confirmations en weekly pour prendre des décisions ou éventuellement des pullbacks. Actuellement, on est toujours dans notre énorme range, on fait de la chasse à la liquidité. Est-ce que c'est intéressant ou pas maintenant de prendre un ordre d'achat ou de vente? Non, hein. Pour le coup, on voit qu'il y a pas mal de vendeurs encore agressifs sur les 40 000 $. On voit qu'il y a pas mal de clusters d'achat et on l'a bien vu hier dans la vidéo. Il y a énormément de vues, énormément d'abonnements, d'ailleurs, dans la vidéo d'hier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous souhaitez vivre avec nous au quotidien. Sur la vidéo des rois du Bitcoin, on parle beaucoup psychologie, plutôt moyen-long terme, mais on fait aussi des vidéos plus d'actualité, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, soyons nombreux et rejoignez-nous, bien évidemment, sur le Discord. Donc rien de plus par rapport à ce que j'ai dit hier. On ira chercher ces clusters de liquidité, hein, je le partage très régulièrement. Il n'y a rien qui bouge actuellement, hein, sur Bitcoin. Toujours ces gros clusters qui se mettent à l'ouverture de Wall Street. On essaie d'appuyer très fort sur la tête de ces acheteurs pour aller chercher des pics de liquidation. C'est très frustrant pour les personnes en fait, qui viennent dans un milieu de range. Parce que je le rappelle, les pires trades à prendre, je vais passer en 4 heures, on le verra beaucoup mieux. Et je vais me mettre sur le volume profile. Vous avez une vidéo par rapport aux indicateurs des rois qu'on utilise. Si vous prenez le volume profile, vous avez exactement ici, sur les 38 900 $, là où il y a le plus d'exécution de position, que ce soit à la vente ou à l'achat. En réalité, c'est le no man's land ici. Il ne faut pas en fait agir en plein milieu d'un range. Or, quand on commence à ressentir de la frustration, une contraction, une latéralisation du cours, ça joue sur des émotions pour celles et ceux qui restent régulièrement devant les écrans et qui attendent en fait sur des toutes petites time frames une direction de prix qui n'est là que pour en fait faire jouer vos émotions. En réalité, il faut bien comprendre, il faut vraiment prendre du recul pour dire mais à quel moment on aura notre résolution entre guillemets dite finale. Vous allez prendre exactement les extrêmes et les extrêmes ils se trouvent ici. Je vais le grossir un petit peu, je vais le mettre en rouge d'ailleurs. Comme ça, on les verra bien. Voilà. Extrême numéro 1, c'est 45 907 $. J'ai vraiment pris la pointe ici, une clôture en weekly au-dessus des 46 000 $, chiffre rond. Vous avez un signal acheteur extrêmement puissant. En somme, tous les vendeurs
à découvert qui se sont positionnés là-dedans seront complètement pris, ils ont complètement la tête sous l'eau. Comme ça, vous avez vraiment l'image. Ce sera extrêmement difficile mentalement et psychologiquement pour tenir ces positions de short et de vendeur à découvert. Et il y en a énormément actuellement, mais au même titre que des acheteurs actuellement à découvert, hein, sur des dérivés en longue, aux positions d'achat, que ce soit du x2, x3, x5, x10, etc., même x50, et parfois x100, voire plus, bien évidemment. Donc là, vous pouvez partir du principe, mais côté vendeur, qu'ils auront la tête sous l'eau, si on vient à clôturer à 46 000 $, le résultat en somme, et on le verra juste après sur quelques cryptoactifs, il y aura une accélération probable haussière, pour le coup, hein, vraiment une accélération probable. Il faut vraiment une clôture en weekly, parce qu'on peut avoir une clôture en daily qui se met ici, 46 500, derrière on réintègre, pour aller derrière aller chercher un bas de range. On aura sorti beaucoup de vendeurs agressifs pour vraiment donner une nouvelle direction du prix. Je rappelle aussi que les 45 900 $, c'est aussi notre premier arrêt. Tant que le premier arrêt ne cède pas et qu'il n'y a pas de réintégration en dessous de ce premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, hein. Ça on le sait et on n'y reviendra pas. On continue. Par contre, à quel moment on aura le signal, entre guillemets, le top signal des vendeurs ont la main et les acheteurs ont complètement la tête sous l'eau, c'est lorsqu'on viendra en fait clôturer une bougie en weekly en dessous des 32 977 $. Et dedans, à l'intérieur de ce range, on ne peut malheureusement rien faire. On ne peut pas agir de façon complètement rationnelle. Alors ensuite, prendre des positions d'achat en dessous de ces extrêmes peut être une bonne idée en dollar cost average. C'est pas complètement délirant, puisqu'on serait toujours au-dessus de ces précédents lots ici sur les 29 500 $. Je vous le répète depuis beaucoup de vidéos. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 29 500 $, la dynamique de fond très long terme reste complètement haussière sur le Bitcoin. Donc, de façon un peu sniper, de façon un peu warrior, en réalité, juste au-dessus d'une zone de rechargement d'achat long terme sur le Bitcoin notamment, venir placer des ordres pour capturer de la liquidité entre les 30 000 et 33 000 $, vous vous comportez comme des baleines. Or, si vous n'avez pas les capacités financières des baleines, ce n'est pas à vous d'arrêter le cours et d'arrêter une chute. Cela reviendrait à dire qu'on achèterait en fait un couteau qui tombe. Mais c'est pas une mauvaise entrée. Si vous voulez d'aller chercher les extrêmes, ça n'a jamais été des mauvaises entrées. Mais ça peut très bien continuer, et le plus probable à ce moment-là, ce sera de faire une continuation baissière. Donc faites extrêmement attention à ça. C'est un petit peu comme si on achetait ce type de choses. Finalement, ça donne raison aux impatients, on donne raison aux impatients, mais on récompense les plus patients. C'était pas ici qu'il fallait acheter en réalité, c'était plutôt ici qu'il fallait encadrer les ventes, puisque la dynamique était baissière court terme. Vous comprenez? Donc c'est très important. Je ne préconise absolument pas quiconque d'acheter du Bitcoin et de se surexposer à levier sur des capitulations ou sur des mèches un petit peu très impulsives, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien évidemment, que vous soyez dans un sens comme dans l'autre. Parce que dans tous les cas, ce sera considéré comme du contre-tendance sur du long terme. C'est une certitude quasi absolue. Mais placer des petits ordres en dollar cost average dans toute la descente, jusqu'à une zone de rechargement d'achat long terme, c'est pas complètement délirant, bien évidemment. Donc voilà, c'était juste pour reprendre un petit peu. C'est intéressant, on discute beaucoup sur les Discord, on prend le temps d'essayer de répondre, mais on peut aussi utiliser ce temps pour aller faire des recherches fondamentales sur des cryptoactifs qui peuvent nous intéresser, qui sont dans de très bonnes situations et des très bonnes localisations actuellement, en attendant ces fameux signaux, bien évidemment. Bon, ça c'était une première chose. Deuxième chose, très rapide sur le S&P 500, ça latéralise et on a ce fameux triangle de compression également. Là, je vais me mettre en daily, mais on l'a également, hein, ce petit triangle de compression en daily. On commence à structurer un triangle de compression. La résolution peut être à la fois haussière comme baissière. Malheureusement, on ne le connaît pas. C'est exactement la même chose sur Bitcoin. Je rappelle également, et je vais le rappeler régulièrement, qu'on avait validé cette épaule tête-épaule, juste ici. J'en avais parlé dans la vidéo d'hier. Donc le plus probable maintenant, qu'est-ce que c'est d'aller faire une résolution de cette épaule tête-épaule, 3700 points, aux alentours du premier arrêt. Donc, actuellement, est-ce qu'on est plutôt haussier ou est-ce qu'on est plutôt baissier? Et j'ai envie de dire, soyons ni l'un ni l'autre. Et attendant finalement la résolution. Si on vient à réintégrer rapidement, on n'y est pas du tout, hein. Je vais tout effacer, mais comme ça on le verra beaucoup mieux. Par rapport à notre S&P, j'ai beaucoup de bleu. Voilà, actuellement, on n'est pas en train de réintégrer. Il faudrait vraiment réintégrer au-dessus des 4265 points cette semaine pour éventuellement essayer d'annihiler cette épaule, tête épaule, entre guillemets, qui est confirmée. Donc il faudra vraiment avoir une magnifique structure ici et pourquoi pas réintégrer. Ce sera difficile, mais malheureusement, c'est donné.
Donc l'objectif le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller flusher le marché. Et ça ne veut pas dire que Bitcoin va suivre. On attendra bien évidemment, et je pense qu'on est en train d'attendre les résultats de demain par rapport au FOMC et l'augmentation des taux. En ce 16 mars, je crois, c'est le 16 mars, effectivement. Donc on attendra patiemment et on fera un point d'actualité là-dessus. Pour le moment, patience. Ni plus, ni moins. On fait un tout petit tour sur Coinalyse, comme ça on prend l'habitude. On retrouve en fait des acheteurs ici qui reviennent actuellement sur le funding, ça devient positif. L'open interest qui augmente, mais on a une décorrélation au niveau de notre ratio long-short. C'est plutôt positif pour le coup. Ça veut dire qu'il y a autant, entre guillemets, sur ces open interest, d'acheteurs en levier que de vendeurs à découvert en plein milieu de ce range. Je rappelle d'expérience que généralement la résolution de ce type de compression, c'est nord-sud. Donc je vous le fais en mille, c'est clairement d'avoir un truc à peu près comme ça. Hein. C'est le premier qui bouge hyper, ça fait un truc comme ça et ça revient au milieu du range. On va taper des deux côtés et on annule complètement, entre guillemets, les directions de prix ou les directions de marché. Puisqu'il n'y a actuellement aucune direction de marché tant qu'on ne vient pas à clôturer et à résoudre ce range qui se trouve actuellement des 33 000 $, prix rond 46 000 $. C'est un énorme range, je vous l'accorde, mais tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus, on pourra discuter des heures et des heures. Il n'y aura pas de résolution sèche sur ce marché, et notamment sur le Bitcoin. Voilà pour ça. On revient sur quelques petites news. On l'a partagé sur Twitter. Donc Cryptomatrice qui l'a relayé de Patrick Hansen, qui l'a relayé de... Bon, c'est beaucoup tourné par rapport à cette good news. Donc c'est Smid qui l'a partagé en premier sur le Discord. Donc je l'ai repartagé sur Twitter. Merci à toi. C'est une excellente nouvelle. On verra bien qu'est-ce que ça devient. Apparemment, il y a des choses... On a aussi pas mal discuté avec Dastar. Je voulais... pas avec Dastar, avec Lux, pardon. Sur ce discours dans Psychologie Mindset, voilà, c'est ça. Donc ils ont beaucoup discuté avec Toto et Gazor, à essayer de rechercher sur Internet qu'est-ce qu'il en était par rapport à ces projets de loi qu'il y a au niveau du Parlement européen. Bon, grosso modo, le SLP contraignant qu'ils ont réussi à ressortir de ce projet de loi, c'est la mise en place d'une réglementation européenne au 1er janvier 2025, un accord avec 5 points qui sera validé cet après-midi. Bon, apparemment, c'est pas validé. Pour le coup, si ça a été rejeté. Donc, il y aura encore des discussions et encore des discussions. On prend du recul, on dézoome complètement et on essaie de se remettre un petit peu dans un contexte macroéconomique. Je voulais vous parler du gold, mais je ne vais pas vous parler du gold parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on reprend par exemple par rapport à Christine Lagarde. Christine Lagarde, qui a été longtemps notre ministre de l'économie, qui est partie et maintenant qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas pour les cryptoactifs. Hein. Clairement, elle, sa vision des cryptoactifs, c'est un danger pour la stabilité financière. Je rappelle également que Christine Lagarde n'est pas une innovatrice, c'est plutôt une conservatrice, à la fois dans son discours et à la fois dans ses actes. Donc, qui d'ailleurs reprend le relais avec Bruno Le Maire, qu'on pensait un petit peu plus innovant avec le monde start-up, etc., mais qui a fait rapidement volte-face en voulant mettre le Bitcoin en cage sur ses dernières mesures ou ses dernières apparitions télévisées par rapport à des sanctions économiques qui visaient plutôt la Russie. Bon. Il faut savoir quand même, il y a un temps où je m'étais énormément préoccupé de ces discours politiques, de ces tendances qu'il peut y avoir au sein même de nos cercles de pouvoir, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, ou que ce soit où vous voulez, hein, bien évidemment, que ce soit Europe, ou même Fed, etc., qui aujourd'hui ne sont pour moi que des bruits de marché. Ce n'est pour moi que des bruits de marché. Et en fait, il est très rare d'avoir vécu une résolution d'un cours par rapport à une résolution politique ou par rapport à une décision politique. La dernière en date qu'on connaît tous, c'est le Buy in China. Hein, je vous le remets, on en avait parlé la semaine dernière. Le Buy in China, il me semble que c'est ça. Hein. Voilà, Buy in China. Bon, on est complètement en tendance. La Chine bannit pour la 14e, 17e, 23e fois le Bitcoin, mais là pour le coup c'était tous les mouvements de cryptoactifs au sein même du parti de la Chine, au sein même du pays, mais également les mineurs allaient dehors. D'ailleurs ils ont démantelé quelques encore fermes de minage entre guillemets devenues clandestines du jour au lendemain, vous imaginez bien, mais la loi c'est la loi. Et pour le coup quand on commence à déroger aux lois par rapport ou à faire un petit peu ce qu'on veut en Chine, ça se passe pas très bien, on reprendra si vous le souhaitez en fin de vidéo au niveau de Alibaba et les déboires qu'il y a actuellement de ANT, c'était la néobanque entre guillemets de Jack Ma qui fait partie du groupe entre guillemets Alibaba. Bon, on viendra en fin de vidéo, ça peut être intéressant de faire un tout petit tour pour savoir est-ce qu'on peut profiter ou pas de ces mouvements de marché là ou
qu'est-ce qu'on doit attendre, bien évidemment, pour essayer d'en profiter au maximum et d'avoir la tendance dans notre dos. Donc, buy in China, clairement dans un pullback, hein, ça a été un petit pullback, un retracement complètement logique. On vient rechercher un énorme support devenu résistant, enfin, un résistant devenant un énorme support, et on repousse très fort le prix. Voilà ce que ça fait, entre guillemets, un buy in China. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, la Chine, si on parle par rapport aux échanges commerciaux, par rapport à l'influence qu'il y a actuellement sur la planète, le PIB chinois, c'est 17% du PIB mondial. Voilà, le commerce asiatique, c'est 17% du PIB mondial. L'Europe, et je prends l'Europe parce qu'on parlait plutôt du news européenne, qui éventuellement peut surplomber la souveraineté nationale de chaque pays membre de l'UE par rapport à des décisions sur les cryptoactifs, des décisions sur les politiques monétaires, des décisions sur une réponse à une crise, notamment sanitaire. C'est souvent des décisions qui sont prises communément. On a vu qu'on a essayé tant bien que mal pendant la crise de Covid d'acheter des masques un petit peu, vous avez compris un peu l'idée, chacun essayait de faire un petit peu comme il pouvait, mais ils ont compris que pour pouvoir sortir entre guillemets vainqueur de cette crise, il fallait travailler ensemble. Et ils l'ont plutôt bien fait pour le coup, ils l'ont plutôt bien fait. Et ils l'ont tellement bien fait qu'ils ont essayé de le réitérer par rapport à des sanctions communes prises contre la Russie. À la différence qu'avec la crise du coronavirus, ça a pris quelques mois, avec la Russie, ça a pris 24 heures, 48 heures. Bravo à l'Europe, on peut les féliciter par rapport à ça. Ce qui d'ailleurs, nous, cryptophiles, entre guillemets, ou crypto-friendly, c'est que si ça vient aussi vite maintenant à prendre des décisions au niveau européen, est-ce que ça va pas faire pareil par rapport aux crypto-actifs? Ben non, on va prendre le temps de bien se poser. C'est pas urgent, les cryptos. Hein, on a tendance à penser que ils y connaissent rien, les mecs, hein, qui sont en train de voter des lois au Parlement européen. Il y a quelques lobbyistes, et d'ailleurs, on a partagé aujourd'hui hein, sur le Discord, je sais plus où c'était quoi. Non, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Je sais plus où est-ce qu'il est. C'était là, non, c'était pas ça, on y reviendra juste après. Bon, on reprend juste après, mais j'avais partagé un truc sur le Discord par rapport à Cryptost aussi, je crois qu'il avait fait une jolie tirade avec plusieurs dirigeants et plutôt lobbyistes, hein, dirigeants, lobbyistes, influenceurs de la cryptosphère qui parlent en fait à nos dirigeants et qui parlent dans leur propre pays aux représentants et aux parlementaires européens. Et c'est une excellente chose. Le lobbying n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. C'est plutôt pour apporter de l'information véritable, vérifiable à des personnes qui doivent prendre des décisions toujours dans l'intérêt de ses administrés, donc dans l'intérêt du peuple européen ou de chaque pays souverain. Vous comprenez bien un peu l'approche. Il ne faut pas toujours jeter la pierre, entre guillemets, à nos représentants, notamment politiques. L'avantage qu'on a dans nos pays occidentaux et capitalistes, c'est un petit peu différent en Suisse, parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est une forme de démocratie, mais plus ouverte en Suisse, et j'aime beaucoup l'idée même de la démocratie suisse. Si vous la connaissez, bah, on peut éventuellement en discuter ensemble, mais j'aime beaucoup cette approche-là. Qui, beaucoup de nos dirigeants pensent que ce n'est pas possible dans nos pays européens, Allemagne, Italie, Espagne ou France, parce que la Suisse est beaucoup plus petit, et ce serait pas possible de reproduire la démocratie entre guillemets suisse, ou un petit peu belge aussi, je crois qu'il y a quelques similitudes, à nos pays souverains actuellement, entre guillemets fondateurs de l'Europe, puisqu'on est beaucoup plus gros. Je pense que c'est une bêtise de penser ça, je pense que ensemble, on peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment, et plus on est de fous, plus on rit. Donc, mais il y a plein de choses comme ça qui sont faites et qui me laissent à penser que l'avantage qu'on va avoir par rapport à, que ce soit Christine Lagarde, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, ou tous les parlementaires européens, bien évidemment, parce que la France, l'Allemagne, l'Italie ont un poids fort sur les décisions européennes, puisque c'est réparti par rapport à la population. Donc on a plus de sièges, l'Allemagne a le plus de sièges au Parlement européen, parce que la population en Allemagne est la plus grosse d'Europe. Et donc c'est plutôt eux qu'il faut regarder. Je rappelle également, en parlant de ça, que l'Allemagne et l'Irlande sont les principaux mineurs au niveau européen. Hein, le mining aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne et l'Irlande. C'est super intéressant de savoir ça. Donc, à savoir que l'Allemagne a un poids important au niveau du Parlement européen, partez du principe que les gros mineurs en Europe, c'est notamment l'Allemagne, donc j'imagine que le mineur a un poids important au Parlement européen. Vous voyez qu'on peut faire aussi, même si c'est un petit peu facile, ce type de raccourci pour essayer de démêler le vrai du faux ou essayer de gommer quelques biais psychologiques. Donc Christine Lagarde, pour le revenir, ne voulait pas des cryptoactifs, veut les bannir, elle essaye de mettre tout son poids
entre guillemets, toute son influence sur nos représentants européens. Elle était très contente et elle voulait aller très très vite sur l'acceptation notamment du MICA. Ça devait être le 28 février, finalement ça a été repoussé au 9 et fut finalement le 14 mars. Et puis là, ça a plutôt été rejeté. Ça a voté contre. Et bah formidable. On reparlera de ça dans quelques mois ou quelques semaines. Ça reviendra sur le truc, mais ce sera toujours entre guillemets sur le feu de l'actualité, toujours de baigner dans cette incertitude. D'accord ? Ça, c'était important. Maintenant, à savoir, est-ce que nos politiques prennent souvent des bonnes décisions ? Non, ils prennent pas souvent des bonnes décisions, nos politiques. Moi, je voulais revenir un petit peu sur... c'était en 2004, où Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'économie, je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy et je n'ai rien contre aucun de nos dirigeants, ils prennent les décisions qui leur semblent justes à un moment donné T. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est dans l'article qui avait été partagé, c'est qu'on se mettrait, en fait, en marge de ce qui peut se passer demain. Puisqu'on le dit souvent, aujourd'hui, le Bitcoin, les cryptoactifs, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il faut rapidement, probablement réguler, mais peut-être avec une manière différente qu'on a pu le mettre en place jusqu'à maintenant, de plutôt contrer, interdire, restreindre. Le fait de vouloir contrer, restreindre, interdire permet une seule chose, c'est de gagner du temps. Et de gagner du temps pour mieux réfléchir à comment on va pouvoir, entre guillemets, soit se protéger de cette émergence-là, soit de mieux la contrôler pour pouvoir dévisser le robinet. Dans le parallèle, dans le sens où est-ce que nos politiques prennent souvent des bonnes décisions ? Pas nécessairement, puisqu'on parle beaucoup d'or et Bitcoin avec la réserve d'or, etc., par rapport à une réserve de valeur. Rappelez-vous que Nicolas Sarkozy avait balancé un cinquième des réserves d'or, et notamment aux États-Unis. C'était en 2004, où le gold à ce moment-là était en dessous des 500 $ l'once, rappelez-vous bien, et qu'il avait eu une idée à ce moment-là. Regardez bien 2004, au niveau du S&P 500 et au niveau des marchés financiers. C'est très intéressant de regarder ça. Donc c'était avant la crise de 2008, on revient en 2004. C'était juste ici. Hop, pardon. Comme ça permet en fait de prendre du recul. 2004, c'était où ? Voilà, juste ici. Donc on était là, on avait déjà vécu en fait la bulle des dot-com, crack de la bulle des dot-com, 2004, Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, on casse le premier arrêt, derrière Nicolas Sarkozy, il voyait un truc comme ça. Il voyait pas en fait la crise de 2008 derrière. Lui, il voyait un truc comme ça. Et c'est normal. Quand on vient d'arriver, on voit des structures, ça fait des Machifi, W Weekly, etc. Si vous êtes économiste et vous traînez avec quelques traders, ils vous expliquent que c'est extrêmement haussier les marchés financiers en 2004. Donc l'idée de Nicolas Sarkozy, c'était quoi ? C'était d'enlever de l'or, et on revient en 2004 pour l'or. C'est intéressant cette petite gymnastique par rapport à des idées. On était dans un énorme range, le gold ne faisait tout simplement plus rien depuis des années, ça avait même fait de nouveau plus bas, ça n'avait pas du tout eu cette valeur entre guillemets refuge genre de la bulle des dot-com, rappelez-vous, hein, ça n'avait pas fait comme ça alors. Hein. Donc il s'était dit, on va vendre de l'or et on va acheter plutôt des trucs avec un peu plus de rendement, gérés bien sûr par des sachants de Bercy, hein, on imagine comme ça, parce qu'on a beaucoup de participation, et notamment dans beaucoup d'entreprises françaises. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 170 milliards de dollars d'actifs sous-jacents qu'on a actuellement à Bercy, au niveau de nos réserves, entre guillemets, de rendement et d'actions. C'est quand même pas rien, hein, mais c'était à ce moment-là, comment je peux dire ça ? Un peu moins que l'or, où les rendements étaient bien plus importants à ce moment-là que les rendements qu'il y avait par rapport à l'or, sans prendre autant des variations de valeur, c'est pas très important. Mais juste par rapport à l'état d'esprit. Donc il s'est dit, on vend de l'or, et puis derrière, on prend des obligues, on prend des obligations d'entreprise, on prend des actions, et puis on va voir au niveau du rendement. Ça s'est avéré qu'il y a eu la crise de 2008, et que les rendements qui s'étaient mis, après on parlera de QUISA, que c'est intéressant, des rendements qu'il y avait eu par rapport à cette envolée de l'or et la crise de 2008 n'a pas du tout été rentable. Mais ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça aussi, donc voilà, c'est juste ça, je voulais de sorte que le programme de vente n'allait pas être exécuté, la réserve d'or de la Banque de France aurait atteint 20 milliards de dollars, enfin 19,4 milliards d'euros fin 2010, alors que les réinvestissements en devises ont été seulement de 9,2 milliards de dollars. Voilà, vous voulez réinvestir en devises, etc., dans les monnaies fortes, dans l'euro, dans tout ce que vous voulez, dans des obligations, dans plein de choses. Bon, malheureusement, mauvais coup pour un ministre de l'économie, qui après a été président de la République, mais avant ça, ministre de l'Intérieur, rappelez-vous. Oh, on continue. Ce qui est super intéressant, et moi ce que j'adore lire dans ce type en fait de tirade, c'est quand on prend juste le titre, on n'arrive pas à rentrer directement dedans, on se dit mais il a fait une bêtise ou pas ? Mais non, pas du tout.
Il n'a pas du tout fait une bêtise. Je rappelle qu'il a été ministre de l'économie pendant 6 mois, Nicolas Sarkozy, qu'il a dit ça comme un peu comme un effet de sursaut, un sursaut gamma, pour dire, mais vous n'êtes pas dans le bon sens, on va vendre de l'art, on va prendre des obligues et on va se gaver. C'était ça l'idée. L'opportunisme, en fait, c'était l'opportunité d'une relance des marchés après l'explosion de la bulle des dot-com, une latéralisation des marchés et une relance économique. C'était ça vraiment l'idée de Nicolas Sarkozy. C'était la relance, c'était le rendement, c'était, entre guillemets, redorer, sans or, les caisses de l'État et les rendements de l'État. Vous comprenez un petit peu l'idée. Et il dit... Et ça, c'est toujours très drôle à souligner, Nicolas Sarkozy avait indiqué dans ses instructions que le rythme de mise en œuvre du programme de vente de l'or devait dépendre du jugement du gouverneur de la Banque de France sur son opportunité en parlant en particulier au vu de l'évolution du cours observé sur le marché de l'or, écrivait-il. En somme, il décide quelque chose, mais la responsabilité ne l'incombe plus. La responsabilité ne l'incombe plus. Et c'est toujours exactement la même chose entre ce qu'on peut décider de faire à un instant T et ce que nos dirigeants européens, américains, chinois, un peu moins chinois, on va plutôt rester dans l'Occident, mais en réalité, toutes les décisions qu'ils vont prendre à un instant T n'incombent en rien de leur responsabilité future. Et je dis bien de leur responsabilité future. Ce qu'ils décident aujourd'hui, c'est pour répondre à un instant T à une problématique d'honnêteté. Il y a 2 problèmes aujourd'hui. Le premier problème qu'on va avoir au niveau du minage du Bitcoin, etc., qui peut prendre une essor, ce qui d'ailleurs est extrêmement positif de pouvoir le légiférer, ça veut dire que ça le met en lumière. Sachez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissaient pas le Bitcoin et qui viennent de le voir paraître au Parlement européen. Ça met en lumière en fait les cryptoactifs et les blockchains. Donc c'est quelque chose, ça, d'extrêmement positif. Le problème qu'on a, parce qu'on a 2 gros problèmes, un, ce sont des ressources énergétiques. Avec la guerre en Ukraine, en Russie, par rapport à des imports de gaz, etc., c'est très compliqué pour pouvoir éventuellement essayer de limiter notre impact énergétique, et je ne dis pas écologique, mais énergétique, par rapport à des projets futurs. On est plutôt dans les économies, plutôt que d'accepter le mining actuellement. Bitcoin, Ethereum principalement, vous l'imaginez bien. Et le deuxième problème, c'est écologique. Bon, bah effectivement, consommer de l'énergie, bah c'est pas écologique. On est bien d'accord. Dans l'idée, c'est de faire tourner des usines, bah c'est plus profitable pour la croissance du pays qui crée de l'emploi, etc., plutôt qu'aujourd'hui dans la tête de nos dirigeants, et notamment dirigeants européens, de créer de l'emploi à travers des projets cryptoactifs. Partez du principe que ce que vont faire les Américains auront, comme d'habitude, entre 5 et 15 ans d'avance par rapport à ce que feront en fait les Européens. Donc on voit actuellement, et ça peut avoir un impact sur le cours du prix du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, la Fed, on en parlait tout à l'heure par rapport au PIB mondial, la Chine c'est 17%, l'Europe c'est 17%, 18% du PIB mondial, les États-Unis c'est 25% du PIB mondial. Donc il faut avoir les yeux aux États-Unis. Ce que feront les Européens, ce sera toujours en fait la même chose qu'ils font depuis tout le temps. La Chine a banni le Bitcoin. Derrière, peut-être que le gouvernement Biden va encadré, mais avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'accessibilité, un peu plus de fluidité, de flexibilité au niveau du mining, au niveau des cryptocurrencies, au niveau des échanges de cryptoactifs au sein même de leur propre fédération. Et les Européens feront généralement à peu près la moitié des deux. Entre bannissement et je suis friendly, et généralement les Européens font la moitié et on attend de voir. Parce que le plus important pour eux, c'est de rien faire. En fait, c'est de voir comment ça se passe, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, et on verra en fait émerger, mais toujours avec un contre-coup, et c'est ça en fait qu'on regrette un petit peu dans nos lectures, qu'on peut voir par rapport à toutes les interventions des dirigeants de grandes entreprises, de crypto comme Ledger, notamment le CEO de Ledger, qui prend la parole, ou des journalistes et économistes qui sont dans les cryptos, qui prennent la parole pour dire encore une fois l'Europe sera à la marge de l'innovation, des technologies, etc. Oui, mais c'est pas d'hier en réalité, et ça veut pas dire que depuis hier le Bitcoin n'a pas évolué, n'a pas augmenté. Ok ? Ce que je veux dire par là, et je voulais vous parler de Cahuzac par rapport à la prise de responsabilité, on n'entend plus parler de ces gens-là en réalité. Lui, on parlait de fraude fiscale. Ça me donnait en fait une transition et je voulais vous en parler, mais peut-être qu'on n'aura pas trop le temps. Si, on aura peut-être le temps pour le coup. On va prendre 5 minutes. Ce qu'il faut penser, c'est que si on vient à bannir en réalité le Bitcoin et les cryptocurrencies, les échanges de crypto proof of work, parce que c'était ça en fait le vrai délire, c'était qu'on bannissait tout simplement les échanges et le mining au sein de l'Union européenne, des échanges cryptoactifs, entre guillemets, dits polluants. Mais je prends des gros guillemets, on va rester là-dessus, restons honnêtes. Dans notre état d'esprit, c'est, mais qu'est-ce que je fais de mes bitcoins ? Est-ce que je les vends ?
Est-ce que tant pis, je passe à autre chose? Qu'est-ce que je fais? Et bien en fait, faites ce que pour vous ça représente et ça intervient dans ce qu'on appelle le bon sens. Faites ce qui est du bon sens. Si demain en fait en Europe on interdit le Bitcoin, à ce moment-là, séparez-vous du Bitcoin. Il y aura toujours des marginaux, il y aura toujours des personnes qui vont en fait se cristalliser pour dire non, je vais garder mon or, je vais garder mes pièces d'or. Et je prenais souvent cet exemple-là dans les premières vidéos des héros du Bitcoin pour dire que, rappelez-vous, hein, dans les années 70 aux États-Unis, l'or était illégal. Vous n'avez pas le droit de détenir de l'or. Et j'avais tendance à revenir en fait en arrière par rapport au coût de l'or dans les années 70. On va le reprendre ensemble, le cours de l'or dans les années 70. Hein, ça a fait clairement ça, quoi. Regardez. Hein. Voilà, hein, c'était entre je sais plus, 73, 70, 75. Il y a une augmentation, c'était peut-être ici, là, voilà, à peu près là-dedans. Et à partir de 73, me semble-t-il, c'est redevenu légal. Bon, regardez ce qui s'est passé. Oui, il y a eu une croissance. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait, sur l'or. Il y a eu une augmentation de l'once qui est passée qui a fait plus 100%, etc. Et ça va être difficile pour vous de l'accepter. De dire, on m'a banni du Bitcoin, j'ai dû revendre mes Bitcoins, je suis passé en euros, l'euro se déprécie par rapport au dollar, je perds du pouvoir d'achat, et le Bitcoin augmente parce que les Américains, parce que le Salvador, parce que je vais partir du pays, parce que c'est plus possible de vivre là-dedans, on n'est pas libre. Hein, c'est un peu l'idée qu'on va se faire. Mais derrière, ça peut revenir et on peut relégaliser les choses, entre guillemets. Et de 73, lorsque les accords de Bretton Woods, entre guillemets, sont passés et que le dollar n'est plus adossé à l'or, on avait prédit à ce moment-là l'effondrement du dollar. C'était en 1999, c'était le Nixon Shock, rappelez-vous. Derrière, en fait, l'or a explosé, littéralement explosé. Ça peut faire exactement la même chose avec le Bitcoin. On peut très bien continuer à avoir une espèce de progression parce que la tendance suivra la tendance. Gardez vos bitcoins peut-être sur un ledger, mais ne dites rien à personne. Mais si c'est illégal de détenir du bitcoin, et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et c'est pas du tout ce qui va probablement arriver, je pense qu'on va plutôt dans l'autre sens. Mais essayez toujours de garder au fond de vous du bon sens. Parce que des opportunités, il y en aura très bien sur les cryptoactifs aujourd'hui, tant qu'on a la possibilité de le faire. Et je pense qu'on aura encore, pendant les 20 prochaines années, la possibilité de le faire. Mais sinon, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes, notamment sur les stocks, notamment sur les... On a un petit compte titre, et puis on ira faire de l'investissement sur des actions type Total, type Alibaba, type Alstom, type Atos, etc. Et il y a des choses qui sont très intéressantes qui se mettent en place actuellement. Donc, gardons du bon sens, ouvrons notre esprit, et s'il y a des choses qui doivent se passer sur les cryptocurrencies, nous on est dedans et on aura la possibilité en fait de diversifier nos investissements. Et gardez toujours ça en tête. En fait, la richesse, votre richesse de demain, c'est la diversification d'aujourd'hui. Donc prenez un peu d'or, c'est pas une mauvaise solution, prenez un peu de fiat, c'est pas une mauvaise solution, prenez un peu de bitcoin, c'est pas une mauvaise solution, diversifiez dans des valeurs technologiques qui ont bien retracé jusqu'à maintenant, ou dans des valeurs du CAC 40 qui sont un petit peu défensives, c'est pas une mauvaise solution. L'idée, c'est de se construire sur le moyen, long terme, un réel patrimoine et un réel rendement, tout simplement. Donc ça, c'est super important. Mais ne pensez pas que si on vient à bannir le bitcoin, celui-ci chutera, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que l'or a fait alors que l'or était interdit, et c'est pas du tout non plus et ça va pas exploser en l'air comme beaucoup peuvent le prétendre, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Les planètes doivent s'aligner. Les planètes doivent s'aligner par de la réglementation, par un accès aujourd'hui au Bitcoin des institutionnels qui n'ont pas encore aujourd'hui accès pleinement comme des ETF sur le spot, etc. Et ça passera nécessairement par une régulation et par une réglementation. Donc il faut la regarder, il faut l'accompagner, il faut la comprendre. On en discute sur le Discord régulièrement, etc. Mais juste, voilà, prenez du recul, que s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens qu'on voudrait nous, à ce moment-là, bon sens. Tout simplement le bon sens. Et malheureusement, sinon, ça nous rattrape. Et c'est un peu l'affaire Cahuzac, en fait. Hein. Non, je n'ai ni compte en Suisse, etc. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé avec Pécresse à l'époque. Bon, derrière, il a purgé sa peine. Il a pris 300 000 € d'amende. Il a eu 2 ans de sursis et 2 ans de prison ferme, réaménageable. Aujourd'hui, il est en Corse. Bon, il vit sa petite vie de son côté. Socialement parlant, en fait, il ne sera plus jamais au devant de la politique. Et personne ne sera impuni. En réalité, tôt ou tard, ça nous retombera dessus. Je vois beaucoup aussi parler de fiscalité dans le Discord. C'est difficile de parler de fiscalité dans le Discord parce qu'aujourd'hui, la règle est simple. C'est flat tax 30%. Il n'y a pas de régulation. Donc ça, en réalité, c'est soumis au régime, entre guillemets, général des marchés financiers, sur les plus-values, sur les marchés financiers. On ne se pose pas la tête.
Si c'est plus intéressant pour vous de le passer sur le revenu, ou si c'est plus important pour vous de créer une petite entreprise pour gérer vos cryptoactifs parce que vous pensez que c'est plus intéressant, etc., faites-le. Mais faites-le en fait avec bon sens et avec les éléments que vous avez. N'essayez pas de passer à côté ou d'un vide juridique, parce que comme il n'y est pas, ne le prenons pas, etc. Ça sert vraiment strictement à rien. Essayez vraiment de garder le bon sens. Et comment je dis ça? Je le dis souvent par rapport à l'administration fiscale, de bonne foi. Voilà. Tout ce que vous faites dans vos cryptoactifs, parce que souvent on vient d'arriver sur les cryptos, on voit beaucoup de performances, beaucoup de rendements, beaucoup de tout ça, et on se dit, oh là là, mais comment je fais pour pas payer trop d'impôts, pour pas payer... Non. Soyez bienveillants. Si vous devez payer des impôts, mettez que vous devez payer des impôts. Si vous devez déclarer vos comptes de cryptoactifs sur Binance, sur FTX, sur crypto.com, qui sont un peu partout dans le monde, et actuellement, il y a d'ailleurs FTX qui va arriver sur Chypre, donc c'est super pour pénétrer le marché européen, c'est une excellente nouvelle. Marquez-le. Bienveillance, bon sens et bonne foi. Voilà. Et je peux vous assurer, et je vous parle de vécu, si vous êtes de bonne foi avec les services fiscaux, ils seront de bonne foi avec vous. J'en parle en toute connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui est de bonne foi, je me suis trompé sur pas mal de choses, et quand on travaille main dans la main avec l'administration fiscale, elle n'est pas là pour vous avoir. Elle est juste là, en fait, entre guillemets, pour donner ce qui est dû. Ni plus, ni moins. Si vous essayez de le contourner, malheureusement, vous n'êtes pas de bonne foi. Et si vous n'êtes pas de bonne foi, généralement, quand ça tape fort. Tout simplement. Donc, les moindres petites plus-values que vous faites, déclarez-les. Voilà, vous perdez 30% de flat tax, ou si vous trouvez d'autres solutions, parce qu'il y a plein d'autres solutions, bien évidemment, qui existent pour payer peut-être un petit peu moins d'impôts, mais si vous le faites, faites-le de bonne foi. Ne le faites pas pour de mauvaises raisons. Ne dites pas, je vais essayer de garder 10%, 15% par-ci, 15% par-là. Moi, je paye des impôts de ouf et je suis content de les payer. Même si on peut critiquer où est-ce que ça va, dans les mauvaises poches, c'est pas grave. Si vous êtes de bonne foi, ça marchera. Et bien évidemment, si votre compte aujourd'hui de cryptoactifs ou de compte de titre devient très important, vous avez en fait plusieurs pays qui vous accueillent. Le plus communément, c'est la Réunion, l'île de la Réunion, qui est assez safe. Je crois que c'est 15% ou 16% d'impôts aujourd'hui. Donc, plutôt des portefeuilles importants. Sinon, vous avez Dubaï, bien évidemment. Mais si vous avez des enfants, si vous avez une famille, etc., c'est pas des petites décisions à prendre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Prenez le temps, posez-vous, prenez du recul, bon sens, bienveillance et de la bonne foi. Et généralement, tout peut très bien se passer pour ça. Je voulais finir avec 3 petites cryptoactifs. On va parler de 37 minutes. Oui, c'est pas mal. KNC. MBL. On commence par MBL. Ça peut être sympa. Je reste en weekly. Est-ce que c'était intéressant d'investir dans MBL? Oui, on en avait parlé, bien évidemment. On a eu cette structure en W weekly. Formidable. Clôturée. Derrière, on attendait quoi? On attendait un pullback. Mais on l'a eu, le pullback. On va pas se mentir, on va passer en daily et on va regarder ensemble. Il est exactement ici, notre droit de pique. Il est ici, le droit de pique. Formidable. Je vous avais dit, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Ok, sauf que la structure est donnée. Vous avez votre W weekly ici. Donc le retournement de tendance moyen-long terme sur MBL a été donné. D'ailleurs, on vient pile rechercher. Et quand je dis pile, je suis pas gentil. Parce qu'en fait, c'est pas pile. On ne vient pas exactement rechercher une ligne de coup d'un précédent W weekly. C'est venu à quelques dollars près. Dès lors, il faut penser que quand on vient chercher des pullbacks pour re-rentrer dans le train, l'objectif, c'est pas de chercher en fait pile un ordre complètement évident sur les 0,0073668 dollars en réalité. Il faut chercher des zones de rechargement. Et des zones de rechargement, ça peut être, ou des zones de pullback, ça peut être en fait, elles peuvent être énormes ces zones-là. Vous pouvez les prendre en fait dans tout là-dedans, jusque ici par exemple, jusqu'à des clôtures de bougies. Donc placer un ordre là-dedans est intéressant. Et je vous parle souvent de prendre des profits dans des zones de rechargement de vente. Je ne vous dis pas de prendre des profits sur un seul prix fixe, sur un 618, etc. Même si ça vient à taper dedans avec violence, etc. Et puis là, on le voit bien. Hein. C'est vraiment taper dessus, nickel. Et derrière, ça refait le pullback. Boum. Et derrière, on part. Donc on est venu chercher les retardataires. Est-ce que c'est maintenant qu'on investit dans MBL? Non, c'est trop tard. Vous avez eu la structure en W weekly, vous avez eu votre pullback, dernière arrivée, premier sorti. Derrière, le cours est complètement repoussé. Complètement rejeté. Et on vient à casser et à clôturer au-dessus du premier arrêt. On se remet en weekly. On a bien clôturé au-dessus du premier arrêt cette magnifique... Ah non, pardon. On n'a pas clôturé. On est en train de la travailler.
Je dis une bêtise, pour le coup. On attendra bien des clôtures de bougies. Mais ça va être intéressant de commencer à prendre des profits sur MBL. Et je suis très content d'avoir vu sur le Discord que vous avez déjà pris vos profits. À ce moment-là, le mal de tête est complètement parti. Vous n'avez plus mal à la tête. On regarde ensemble, si vous avez pris ce break ou le petit pullback, je le prends bien en haut ici, hein, d'accord? Vous l'avez eu sans problème, vos 110%. Vos 110%, vous les avez eu sans problème, d'accord? Quel que soit là où vous avez pris, entre guillemets, votre position. Soit vous êtes des gros warriors et vous le prenez ici sur un petit W en daily, et puis vous vous faites un peu mal, etc. Et puis hop, vous prenez très rapidement vos 110%. Mais en fait, que vous l'ayez pris ici, 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 ici ou ici, vos 110%, vous les avez eus. Et à ce moment-là, vous attendez. Où est-ce qu'on prendra nos profits? Extrêmement simple. On prend une zone Fibonacci, complètement logique, précédent bottom, jusqu'au précédent ATH. Pour moi, l'ATH, il était à 0,037 ou 38. Pour le coup, c'est vu sur CoinMarketCap. On va chercher l'extension, et on va chercher les précédents bottom juste ici sur les 0,002 centimes de dollars pour MBL. Et on va chercher des extensions Fibonacci. Je prendrai des massifs profits. Je ne suis pas dans MBLL, hein. J'ai loupé le rein pour le coup. Je suis sur d'autres cryptos. Ils font à peu près, qui commencent à faire la même chose, je suis très content. 0,063. Ensuite, take profit massif sur les 10 centimes. Prix psychologique très joli d'ailleurs, 10 centimes de dollars. Et après, 14 centimes de dollars. Formidable. Vous avez 3 positions à prendre en massif take profit. Vous avez pris vos 110. Maintenant, vous reprenez entre 50 et 80% de vos positions. C'est vous qui faites votre amendement comme vous le sentez au 0,6 centimes. Ou vous pouvez dire, moi je ne prends pas au 618, je prendrai juste en dessous des 10 centimes. C'est vos objectifs. En fait, on s'en fiche maintenant de savoir où est-ce qu'on les prend, où est-ce qu'on les prend pas. Ce qu'il faut, c'est juste les positionner. Si vous les positionnez pas, c'est que vous n'avez pas de stratégie, que vous n'avez pas de plan. Si vous n'avez pas de plan, malheureusement, sur le long terme, vous êtes perdant. Donc on prend des profits quand cela se présente. Les miens, si j'étais dans les MBL, j'aurais déjà pris mes 110%. Maintenant, j'attends. Et je prends ici 610, 218, 3618, terminé. Et après, le machin peut partir à 10 $ s'il veut. J'aurai peut-être encore 10% sur l'intégralité de ma position. Il me restera peut-être 10 ou 15% au-dessus des 14 et je le laisse continuer. Pourquoi pas refaire des espèces de structures comme ceci et repartir dans une zone de rechargement de vente logique. Pour faire quoi? Pour réinjecter mes profits à l'intérieur, tout simplement. Voilà pour MBL. On continue juste avec KNC. Pourquoi KNC? KNC, qu'est-ce qu'il nous fait? KNC USD. On y va. Hop, coucou. Formidable KNC. Oh, voilà. Je voulais vous parler. On commence à faire des structures, des W dans des W dans des W. On a nos structures en W Weekly. Ils sont là. Ils ont été donnés il y a longtemps maintenant. Ok. Parfait W Weekly. On a eu des pullbacks. Magnifique pullback juste ici. Poc. Et derrière, on commence à partir. Moi, j'ai été fil puisque j'avais placé ici un ordre exit 50 à 2,99. C'est la partie méchée. On est bienvenu dans une zone de rechargement de vente et on a été rejeté. Super. Bah derrière, le cours, il continue à pousser. Mais bah, qui pousse? Je suis très content qu'il pousse. Pareil, objectif de prix, 1,618, 2,618, 3,618. Je refais exactement la même manipulation. On vient chercher les bottoms de marché. On va chercher les précédents tops de marché provisoire. La structure en bas en W Weekly de W Weekly. Prochaine prise de profit pour moi sur KNC, même s'il n'y va jamais. 7,90 $, ça me va bien. En plus, prix psychologique en dessous des 10 €. Ensuite, c'est les 12 $. Et ensuite, ce sera un massif profit aux alentours des 16 $. Voilà. Et j'attends, tout simplement. On continue avec une autre crypto, très intéressant, c'est Waves. Waves qui nous a fait exactement la même chose, mais un peu plus contraignant, Waves. Pourquoi un peu plus contraignant? Parce qu'on n'a pas eu de pullback sur Waves. On n'a pas eu, en fait, ce fameux W Weekly, il a été clôturé ici, le machin, il est parti. Où est-ce que je prends des profits? J'ai donc pris, bien évidemment, mes profits sur Waves, dans une zone de rechargement de vente logique, entre les 618 et les 786. Qu'est-ce que fait le cours? Il s'arrête là-dedans. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens prennent des profits. Il est complètement logique de voir le cours travailler dans une zone de rechargement de vente logique. Et c'est très beau de voir ça. Partez du principe que sur Bitcoin, on pourrait voir ça. Si vous voyez, on fait les structures, boum, le cours part. Derrière, reconsolidation sur les 382, on ne vient pas faire le pullback, derrière on part. Donc en fait, les gens courent derrière le prix. C'est très difficile psychologiquement de dire bah, j'attends le pullback, mais ce n'est pas une certitude absolue, au même titre que les structures ne viennent pas systématiquement casser ce premier arrêt. Ça peut repartir pour faire de nouveaux plus bas. On l'a vu sur plein de cryptoactifs la semaine dernière. D'accord? Donc derrière, on refait un petit move. J'ai pas pris ici mes profits. Je les ai pris dans une zone de rechargement de vente logique et j'ai pris un peu plus de 110%, me semble-t-il. J'ai été un peu gourmand là-dessus, non? Ouais. Un tout petit peu plus de 110%, voilà. J'ai dû prendre 144, là, en dessous de... Voilà, 24. Je vous l'avais dit dans une vidéo, si vous vous souvenez, aux alentours des 24 ou les 23 $. Je l'ai pris là-dedans, quoi. Tout simplement.
Ok, voilà pour ça. Donc, exactement le même exercice. Où est-ce que je prendrai maintenant mes profits sur notre ami Wave? Donc je vois de plus en plus de personnes du Discord qui prennent leurs profits. J'ai pris mes premiers 110%. Je suis très content pour vous. Vous pouvez imaginer. Derrière, on va chercher en bas. Je prends mon top complètement. Waouh, c'était intéressant d'avoir ce retracement un peu plus profond par rapport à ce suivi de tendance. Ça a été assez fort. Wave, 74$, pourquoi pas. Prochain take profit, ce sera juste ici. Peut-être un petit peu en dessous des 70 prix psychologiques. Ensuite, ce sera les 116$. Probablement en dessous des 100. J'aime bien les prix psychologiques. 100$, à mon avis, on aura peut-être du mal à les passer sur Wave, mais c'est pas complètement délirant. Fin de cycle, 150$. Et puis après, derrière, je prends 90% de ma position et je laisse le cours complètement vivre dans une idée de on est au début de quelque chose, donc très probablement qu'on revivra quelque chose dans ce sens-là. Pourquoi réinjecter tous mes profits ou une grosse partie de mes profits, je prendrai pour partir en vacances, vous imaginez bien, m'acheter une maison, mais dans l'idée, c'est que je remettrai une grosse partie de mes profits dans une zone de rechargement de vente logique. Je n'achète plus à partir de maintenant. Je ne suis plus un acheteur. Malgré que même en tant qu'investisseur d'ATH, vous pourriez avoir une énorme structure ici, une super structure de continuation de tendance, d'aller chercher les ATH à 38$, c'est pas complètement délirant. Mais nous, on achète des W Weekly en zone éco-classe et en zone de rechargement première classe. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications par rapport à ces réglementations, par rapport à ces décisions de politique, etc., qui, en fait, en conclusion, ne sont pour moi, même si importantes, très probablement pour la communauté entière des cryptoactifs, ne sont pour moi que des bruits de marché court terme, puisque, pour moi, Bitcoin est inéluctable, et on s'en servira avec ou sans eux, bien évidemment, et je pense qu'ils ont très bien compris qu'ils doivent être dans la partie pour ne pas être, encore une fois, à la marge de tous les autres États aujourd'hui qui prennent un devant assez important, et notamment les Américains et notamment les États-Unis, avec leur mining et leur Bitcoin, qui vont, je pense, légiférer dans la meilleure façon qui soit, avec plein de problèmes, plein de trucs qu'on ne voudra pas voir, etc. Est-ce qu'il y aura un impact sur le marché? C'est probable. On ne peut pas malheureusement dire le contraire. Ce sera difficile, le chemin sera long, rude, compliqué, rugueux, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, je le redirai jamais assez, le marché récompense toujours les plus patients et les très patients. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.